Thierry Vickers, vous êtes l'auteur d'un ouvrage de référence, La grande transformation des avocats, paru en novembre 2014 aux éditions Dalloz. Déjà en 2014, vous faisiez le constat que la profession d'avocat devait s'engager dans une grande transformation, passant à la fois par une modification de la pratique individuelle des avocats et par une stratégie collective cohérente de la profession. La grande transformation des avocats a-t-elle commencé? Et quel constat faites-vous aujourd'hui sur la profession d'avocat? Alors, si l'on reprend les deux items que vous venez de citer, celui de la stratégie collective de la profession et celui de la transformation des cabinets, et si on les reprend dans cet ordre-là, je crois que par rapport à 2014, et s'agissant de la stratégie collective de la profession d'avocat, des progrès assez considérables ont été accomplis. En 2014, on pouvait encore s'interroger sur la question de la représentation et de l'organisation collective de la profession. Le Conseil national des barreaux était certes déjà là, mais il n'avait pas encore pris la place qui est aujourd'hui la sienne, et il y avait encore des débats en ce qui concerne les places et les positions respectives, d'une part du Conseil national des barreaux, d'autre part de la conférence des bâtonniers ou du barreau de Paris. Aujourd'hui, ces discussions paraissent assez largement derrière nous, et d'ailleurs, d'une manière qui me paraît tout à fait significative, on a arrêté de parler du problème de la gouvernance, sans avoir d'ailleurs jamais changé quoi que ce soit sur le plan juridique. Clair, nous n'avons pas eu besoin de retoucher la construction telle qu'elle existait, de la reprendre en procédant à des modifications juridiques, tout simplement parce que progressivement, le Conseil national des barreaux s'est imposé et qu'aujourd'hui, il n'est plus question de discuter de son rôle de leader, même si ce rôle n'a pas fait disparaître ni celui de la conférence des bâtonniers, ni celui du barreau de Paris, mais aujourd'hui, chacun connaît à peu près sa place, sait ce qu'il doit faire et sait quel est son domaine de compétence. Donc, dans ce domaine-là, il me semble qu'en moins de 10 ans, des progrès décisifs ont été réalisés et qu'aujourd'hui, l'organisation collective de la profession d'avocat n'est plus aussi en retard qu'elle l'était par rapport à des professions auxquelles on se comparait à l'époque, comme les experts comptables ou les notaires. Nous avons aujourd'hui une organisation collective qui nous permet de développer une stratégie collective et de la développer et de la mettre en œuvre de manière efficace. En ce qui concerne les cabinets d'avocats, je crois qu'on peut souligner le fait que depuis 2011, la profession n'a pas cessé de demander et d'obtenir un certain nombre d'ouvertures qui ont permis ou qui permettent cette transformation de l'activité des avocats. Je crois que la dernière de ces initiatives en date, c'est probablement la modification de l'article 111 du décret de 1991 et la possibilité pour les avocats de créer à côté de leur cabinet des structures qui pourront avoir une activité accessoire, en principe, à l'activité principale du cabinet d'avocat et qui pourront, dans ce cadre-là, bénéficier des règles qui sont les règles du droit commun. En clair, les avocats sont aujourd'hui dotés d'outils qui leur permettent de contourner la difficulté liée à l'absence de capitaux extérieurs au sein des cabinets d'avocats. Une des choses que permet l'article 111 du décret de 1991, c'est de développer de véritables pôles d'activité à côté et en liaison bien sûr avec le cabinet d'avocats, et donc pour ces pôles d'activité de pouvoir recourir par exemple à des financements extérieurs, ce qui va permettre de contourner la difficulté liée au fait que le financement des cabinets eux-mêmes ne peut se faire à travers des capitaux extérieurs. Donc ça, c'est vraiment une innovation tout à fait particulière, et c'est à peu près d'ailleurs en France une exception par rapport au reste de l'Europe,
Dans les autres pays d'Europe, on a continué de se poser la question des capitaux extérieurs, éventuellement en les autorisant jusqu'à un certain niveau, mais cette idée de l'activité accessoire dans une structure accessoire, elle est aujourd'hui pratiquement présente uniquement en France et nous n'avons pas encore cessé d'ailleurs d'en explorer les possibilités, mais aussi peut-être les difficultés. Donc ça, c'est un élément qui me paraît important et qui s'inscrit dans un certain nombre d'initiatives que différents cabinets d'avocats ont pu prendre. On peut, je crois, aujourd'hui affirmer que de nombreux cabinets se sont posé la question et ont pris un véritable virage en ce qui concerne la relation avec le client. Car la grande transformation, c'est la transformation de la relation avec le client et la prise de conscience de ce que notre activité juridique ou judiciaire n'échappe pas aux règles et aux évolutions que l'on peut constater ailleurs sur le marché. Et nous savons bien qu'aujourd'hui, ce qui compte en premier lieu, c'est ce que les commerciaux ou les grandes entreprises appellent user experience, l'expérience de consommation. Eh bien, cette expérience, c'est également celle que vivent nos clients et c'est à elle qu'il faut que de plus en plus les cabinets d'avocats s'intéressent. Se transformer, ça n'est pas simplement adopter des outils numériques, des outils nouveaux, c'est également développer une vision nouvelle de la relation entre l'avocat et le client. Et certains cabinets ont commencé à le faire, mais je crois qu'il y a encore, bien sûr, beaucoup de chemin à faire dans ce domaine.